j'appelle au pupitre Benoît de l'Étoile, qui est professeur d'anthropologie à l'École normale supérieure, également directeur de recherche au CNRS, rattaché au centre Maurice Halbach. Ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé d'histoire, il a obtenu son doctorat à l'EHESS en anthropologie sociale et historique. Entre autres publications, on lui doit Le goût des autres, de l'exposition coloniale aux arts premiers, paru chez Flammarion en 2007. Merci. Alors, mon titre joue sur la proposition qui nous est faite de considérer, au moins dans cette enceinte, les objets comme animés, en suivant l'invitation qui nous est faite par Bénédicte Savoy et Yann Potin à imaginer des cadres conceptuels et normatifs alternatifs. Donc je commencerai par deux citations d'un texte très célèbre d'un savant de cette maison, Marcel Mauss. Au fond, c'est le Hao qui veut revenir au lieu de sa naissance, au sanctuaire de la forêt et du clan et aux propriétaires. Donc ici, c'est la notion de désir de retour, une traduction du terme nostalgie. Cette personnification des objets de musée, à qui je prête une nostalgie de leur lieu d'origine, qui les pousserait à vouloir retourner chez eux. Et puis, ce qui, dans le cadeau reçu, échangé, oblige, c'est que la chose reçue n'est pas inerte. Même abandonnée par le donateur, elle est encore quelque chose de lui. Et ici, c'est l'idée d'appartenance continuée, que la cession d'un objet ne supprime pas d'un seul coup tous les liens d'appartenance qui existaient. Alors, le point central de mon intervention, c'est de mettre en question la centralité du paradigme de restitution dans les discussions autour des objets non européens dans les collections de musées. Il me semble que c'est un cadre trop étroit et qu'il faut explorer de nouveaux paradigmes. Fondamentalement, mon interrogation, c'est que les discussions sur la restitution sont formulées essentiellement dans les termes du droit, c'est-à-dire du droit romain ou éventuellement anglo-saxon, et que, en général, quand on parle de restitution, c'est normal puisque on le fait, les objets sont soumis au régime juridique du pays dans lequel ils se trouvent aujourd'hui, parfois depuis longtemps. Et les revendications de restitution sont également faites dans ce même cadre de référence juridique. Cependant, ce cadre juridique est aussi un enfermement. La notion de patrimoine national, par exemple, renvoie au double registre juridique de la propriété et de la souveraineté. Et dans cette tradition occidentale, ces deux modes apparaissent comme caractérisés par l'exclusivité. La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue. La souveraineté, sur un territoire par exemple, est difficilement conçue sur le mode du partage. Dans cette logique binaire, on n'a pas d'alternative entre la conservation légitime d'un objet ou sa restitution. Et je passe sur le fait que ces demandes de restitution sont souvent associées à des revendications identitaires sur des bases nationales, régionales, religieuses ou ethniques. Mais ce langage juridique d'origine occidentale tend à constituer le cadre dans lequel, par défaut, nous réalisons ces discussions. Alors en fait, je vais m'appuyer sur un texte, effectivement, qui est un texte de doctrine juridique, le texte de Marcel Mauss, L'essai sur le don, qui en fait vise à ouvrir la possibilité d'une révolution par le droit pour arriver au socialisme. Et pour ça, il considère qu'il est fondamental d'attaquer la distinction occidentale entre le droit des personnes et le droit des choses, qui est comme une construction historique singulière. Et il indique, en posant la question « Quelle force y a-t-il dans la chose qu'on donne qui fait que le donateur la rend ?» Donc ici, personnifie en fait l'objet. Il va chercher donc un certain nombre de précédents dans d'autres systèmes juridiques, comme il le dit, par exemple celui des Maoris. La notion Alors, pour ça, en fait, il va également, dans la conclusion de morale qu'il fait, il va évoquer le retour à des principes de droit alternatifs, des droits archaïques, dont il voit des témoignages dans l'évolution juridique de son temps comme quelque chose de positif. Toute une partie de nos droits en gestation consiste à revenir en arrière. Et cette réaction contre l'insensibilité romaine et saxonne de notre régime est parfaitement saine et forte. Et le premier exemple qu'il va prendre est celui de la propriété artistique, littéraire et scientifique, c'est-à-dire la reconnaissance de ce qu'on appelle aujourd'hui le droit d'auteur, et en particulier le droit de suite,
c'est-à-dire qui permet à l'auteur d'œuvres originales graphiques et plastiques ou à ses ayants droit de percevoir un pourcentage sur le produit des reventes publiques de ces œuvres d'art. Donc en fait, ce que je vais essayer de faire ici, c'est de me jucher sur les épaules de Mauss et d'appliquer et d'adapter son cadre conceptuel du AO au cas des objets de musée. Donc, je vais revenir à cette phrase extrêmement fameuse. Il y a eu une littérature absolument considérable sur la question que je ne pourrais pas vraiment évoquer ici, mais le Mauss s'appuie, en fait, reprend à l'ethnographe néo-zélandais Elson Best, qui lui-même s'inspire donc d'une lettre que lui a écrite celui que Mauss baptise comme un juriste maori, Tamati Ranaipiri, et qui dit, voilà, je vais vous parler du AO. Donc, si vous donnez cet article, vous le donnez sans prix fixe, nous ne faisons pas de marché à ce propos. Je le donne à une troisième personne, etc. Et ensuite, ces taongas, qui sont les objets précieux en maori, que j'ai reçus pour ces taongas, il faut que je vous les rende. C'est un texte difficile qui a donné lieu à d'immenses gloses. Le point important, c'est que ces taongas sont des objets précieux qui sont conçus comme des extensions de la personne. Pour Mauss, qui, comme il le dit, il est su que présenter quelque chose à quelqu'un, c'est présenter quelque chose de soi. Alors, ce qui me semble important de noter ici, c'est le fait qu'on n'a pas deux personnes impliquées, mais trois. On a une circulation d'objets. Et d'autre part, il s'agit d'un cas qui est en dehors du marché. Le transfert se fait sans prix fixé, sans faire de marché. Il n'y a donc pas une relation qui s'éteint dans la transaction, mais au contraire qui ouvre une relation qui s'inscrit donc dans le temps. Et Mauss glose cela de la façon suivante. Voilà, il suffit de dire « Les taongas et toute propriété rigoureusement dite personnelle ont un AO, un pouvoir spirituel. Vous m'en donnez un, je le donne à un tiers. Celui-ci m'en rend un autre parce qu'il est poussé par le AO de mon cadeau. Et moi, je suis obligé de vous donner cette chose. » Bon, alors, donc, effectivement, on est encore l'important, c'est que la relation entre propriétaire initial et l'objet qui circule ne cesse pas, malgré le fait qu'il passe à de nouveaux récipiendaires. Et ensuite, dit Mauss, cette idée, ce qui dans le cadeau reçu est changé, je prends la phrase qui était en exergue, et il est même abandonné par le donateur, est encore quelque chose de lui. Pareil, il a pris sur le bénéficiaire, comme pareil, le propriétaire, il a pris sur le voleur. Et ce qui est ici important, c'est que la relation d'obligation qui est liée au transfert de l'objet n'est pas seulement dans le cas d'un don, mais également dans le cas d'une appropriation forcée, ici comme un vol. Autrement dit, et par rapport à ce que vient de présenter Gaël Beaujean, ce qui, dans le terme juridique, le statut légitime ou illégitime de l'appropriation ne change rien à cette question du droit qui est ouvert. On voit ici les conséquences de cette proposition. Donc, on peut, effectivement, le cadeau, le AO veut revenir au lieu de sa naissance, au sanctuaire de la forêt et du clan et du propriétaire. Et ce qui est rendu, en fait, n'est pas forcément le même objet, mais quelque chose de soi, de leur propriété, de leur taonga, de leur travail ou de leur commerce, qui est équivalent ou à une valeur supérieure, qui à leur tour donneront au donateur autorité et pouvoir sur le premier donateur devenu dernier donataire. Donc on a en fait une chaîne effectivement de dons et de dons en retour, terme qui est meilleur que celui de contre-don que Mauss emprunte aux juristes allemands. Alors on peut aller un peu plus loin en suivant les analyses convaincantes de David Graeber sur cette question, qui élargit cette conception du AO. D'une part, il souligne effectivement que, comme le disait déjà Mauss, que la notion de don est trop limitée. Dans un certain nombre de cas, il s'agit d'appropriation de formes diverses qui peuvent inclure intimidation, ruse ou rapport de force. Et comme le dit Graeber, en fait, tout ce qu'on appelle échange de dons a plutôt pris la forme d'une appropriation mutuelle. Un côté demande des objets, le propriétaire les donne, mais du coup, il peut demander quelque chose d'équivalent, plus ou moins.
Et d'autre part, il évoque ensuite le style d'appropriation. Si on accepte un don précieux de quelqu'un d'autre, cela vous place en position de demander à peu près tout ce qu'on veut, qu'on considère comme équivalent. Donc ce qui est important pour nous, c'est que le droit moral créé par le don ou l'appropriation forcée crée une situation de dette et ouvre ce qu'on pourrait appeler un droit à tirage de la part du donateur sur les objets du donataire. Alors, le point important, encore une fois, c'est que ça n'est pas forcément le retour du même. Autrement dit, il ne s'agit pas de restitution, mais bien d'un don en retour de quelque chose considéré comme équivalent. Et bien entendu, il y a toute une gamme d'interprétations sur ce qui doit être considéré comme équivalent. Autrement dit, le simple projet de restituer des éléments de patrimoine qui auraient été prélevés ou appropriés dans des conditions juridiques litigieuses n'est qu'un aspect de la question. Alors, pour conclure, ce que j'ai essayé d'esquisser ici, de façon très inchoative, c'est la possibilité d'imaginer de nouveaux paradigmes pour penser la circulation des objets, afin de rompre avec des modèles européocentriques de la propriété, pensés sur le mode exclusif, ou c'est à toi, ou c'est à moi. Il s'agit plutôt d'imaginer des formes de propriété partagées. Penser en termes d'appartenance continuée d'un objet, malgré les cessions, s'oppose à l'idée d'exclusivité qui oriente notre propre conception de la propriété. En fait, je plaide ici pour une appartenance plurielle des objets qui ouvre aussi la voie à une pluralité de régimes normatifs, au-delà du seul cadre étroit du droit international d'aspiration occidentale. Ce que j'ai essayé donc de faire aujourd'hui, c'est d'essayer d'élargir ce cadre de référence que nous utilisons en appelant à l'imagination juridique. Si l'on considère les objets de musée comme des taonga, comme des objets précieux qui sont en quelque sorte le prolongement de ceux qui les ont créés ou les ont possédés, on peut s'inspirer de ces réflexions sur le hao. Je prétends nullement ici représenter un point de vue maori ou un point de vue autochtone sur les objets. Je n'ai pas de légitimité pour cela, et les Maoris attachent beaucoup d'importance à avoir leur propre discours là-dessus. Ce que j'ai tenté de faire, c'est plutôt de m'appuyer sur ce cas pour pointer des limites du cadre intellectuel à partir duquel nous pensons. Donc, je n'ai pas le temps de développer les implications de cette perspective, ni sur les questions de droit d'auteur collectif ou les questions de droit de suite, la façon dont on peut l'appliquer à ces objets aujourd'hui. Un élément important, c'est que le modèle du hao n'est pas dyadique, mais repose sur l'idée d'un tiers. Une telle situation correspond parfaitement au cas des musées, qui de façon fréquente sont aujourd'hui les détenteurs d'objets qui ne leur sont pas parvenus directement, mais par l'intermédiaire justement de tiers. Et donc, alors que la notion de restitution aboutit à clore un chapitre, penser en termes de restitution aboutit à considérer la relation comme terminée, penser en termes de hao, en termes de don en retour, amène à l'inverse à penser de façon relationnelle. Dans cette perspective, les objets des autres dans les musées européens sont à la fois des produits de relations historiques, des témoignages de celles-ci, et potentiellement des vecteurs de relations futures. Donc la question, c'est comment penser les possibilités d'appropriation et réappropriation multiples d'objets conçus comme des nœuds de relations. Merci.